Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Guaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Être parent au XXIe siècle, c'est gérer les crises du matin, les devoirs, mais aussi le premier téléphone, le temps d'écran, la sécurité numérique. Nous, quand nous étions enfants, notre seul stress, c'était de rembobiner la cassette avant de rendre le film au vidéoclub. Aujourd'hui, nos enfants grandissent avec TikTok, le gaming, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'éducation numérique dans Génération Parents, pour partager des clés concrètes. Bouygues Telecom, qui soutient ce podcast, a justement lancé le programme Reconnecter. C'est une série de vidéos pratiques avec des parents, des ados, des experts pour aider nos enfants à mieux vivre avec le numérique et nous à poser les bonnes limites. Alors si ça vous parle, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Telecom pour retrouver le programme Reconnecter ou directement dans les notes des épisodes de juillet de Génération Parents. Bon allez, maintenant on va passer à l'invité. Donc Anne, je vais te présenter un peu plus en détail. Donc Anne, tu es donc, comme je disais, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, au sein du Centre de recherche sur les médiations. Tu es ancienne prof doc, tu es aujourd'hui responsable donc, du master CIDOC dédié à la formation des enseignants documentalistes. On en a reçu une il y a 2 semaines avec le Clémy, qui nous a expliqué son métier. C'était super intéressant. Et tu consacres tes recherches aux pratiques numériques et informationnelles des enfants, des ados et des jeunes adultes dans et hors l'école. Depuis un moment, hein, parce que ton premier livre sur le sujet, c'était en 2003, j'ai vu. Non, 2015, Grandir connecté. Après, oui, je fais de la recherche. Enfin, j'ai commencé ma thèse en 2007. Ah oui, donc 2007. Alors attends, ou alors 2013, il y en a un, je me suis dit, ouais, quand même, c'était hyper précurseur de ce... Ah oui, alors 2003, c'est le mémoire. Oui, 2002 en fait. Du coup, le 2002-2003, c'était les mémoires de recherche. Ouais. Et donc, tu travailles notamment sur l'éducation aux médias et à l'information. Tu as co-dirigé ou coécrit plusieurs livres, dont Grandir informé, le livre Les enfants et les écrans, publié chez Reds en 2023. Donc bref, tu essayes de nous aider à comprendre comment les jeunes vivent et utilisent Internet et le numérique dans un monde ultra connecté. Et donc, moi, j'avais envie de te recevoir parce que je trouve que t'as une voix qui peut paraître assez différente par rapport à toute cette, on va dire, tout ce qu'il y a autour de l'univers médiatique qui aime bien diaboliser les écrans, et on entend les écrans. Souvent, le temps d'écran, juste, alors que le temps d'écran, ça veut rien dire. Et donc moi je trouve que ce que tu partages, ça aide vraiment à prendre du recul. Et je pense qu'en tant que parent, on en a besoin pour sortir de ce discours très très anxiogène. Et donc le débat cette semaine, c'est les écrans sont-ils vraiment les nouveaux ennemis de nos enfants? On entend tout et son contraire. On a souvent, enfin moi je sais que je fais pas mal de posts sur les réseaux sociaux sur le sujet, et souvent on me balance j'ai lu La fabrique du crétin digital, on ne peut pas laisser nos enfants avec des écrans. Et puis il y a beaucoup d'idées reçues. Mais pour planter le décor, je voulais quand même vous donner quelques chiffres. Donc il y a 91% des 12-17 ans qui ont un smartphone, 70% qui sont actifs sur les réseaux sociaux,
Les 11-14 ans passent en moyenne près de 3 heures par jour devant les écrans hors école. Et l'OMS, elle recommande plutôt 1 heure par jour. Et il y a beaucoup d'idées reçues aujourd'hui. On en a parlé dans Génération Parents il y a pas longtemps avec Aude Guénaud de l'application Plume sur l'écriture, la lecture. Et donc on nous dit les jeunes ne lisent plus, ils n'écrivent plus, ils ne s'informent plus, les réseaux sociaux les rendent bêtes. Enfin voilà, on a vraiment tout un tas d'idées reçues. Alors, toi, déjà, Anne, j'aimerais bien que tu nous dises qu'en est-il vraiment, parce que tu fais de la recherche. Là, tu as passé toute ton année 2023 ou 2024, j'ai lu auprès de 2 classes de terminale pour décortiquer leurs usages numériques. Donc vraiment, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai que nos jeunes ne lisent plus, ne s'informent plus Qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, en fait, je pense que je vais répondre évidemment à ta question, mais je pense que voilà, ce qui est important aussi de dire pourquoi peut-être, je sais pas si mon discours est différent. Enfin, évidemment, moi, je me rends moins compte en fait, hein. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je ne parle pas à leur place. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dans les établissements scolaires, je vais dans la famille, j'y suis toutes les semaines. Je travaille toutes les semaines en fait dans les classes, et quand je dis je travaille, c'est qu'il y a une part d'observation et puis il y a une part de projets pédagogiques qui sont montés avec les enseignants. Par exemple, là, depuis le mois de septembre, tous les lundis, je vais en école primaire, dans 2 classes de CE1 et une classe de CM2 pour travailler sur la mise en place de rituels autour de l'information et des médias avec des enfants. Et je travaille aussi sur leur rapport au numérique. Par exemple, l'année dernière, c'était avec effectivement 2 classes de terminale avec un projet pédagogique toute l'année aussi, tous les vendredis cette fois. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que c'est pas de l'opinion. Je vais en fait les voir, les interroger, les rencontrer. Je rencontre leurs parents, enfin, je rencontre les profs. Et donc j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas crétins. J'ai pas envie de dire qu'ils sont crétins. Je fais juste un travail de recherche de terrain où je rends en fait compte de ce que j'observe. Et donc moi, ce que je vois, c'est d'abord une très grande incompréhension de ce que c'est que les écrans. Ça veut tout dire et rien dire. Donc ce côté aussi mot valise, c'est qu'il faut décomposer la télévision. La télévision, elle est où? Elle est avec qui? Avec qui elle est regardée? C'est la même chose avec le smartphone ou le téléphone. C'est pas la même chose non plus. Enfin voilà, etc. Et puis, donc, une grande incompréhension qui conduit aussi à une grande invisibilisation de leurs pratiques. J'ai dit le mot. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes ne montrent pas, ne disent pas ce qu'ils font, parce que aussi, on leur dit, attends, t'es sur TikTok, c'est donc n'importe quoi. T'es en train de scroller, il se passe rien. Ce que tu fais, c'est récréatif. Alors moi, ça me fait beaucoup rire d'entendre que on reproche à un enfant de 8 ans d'avoir des usages récréatifs. Mais oui, mais joue, mais amuse-toi en fait. Enfin, et même à 25 ans, t'as le droit. Et même à 45 ans, t'as le droit aussi d'avoir un usage récréatif. Récréatif veut pas dire stupide. Et donc ça, c'est très perturbant déjà. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est par exemple avec les classes de terminale, enfin les classes de lycée, j'ai fait aussi une grosse enquête avec Lecture Jeunesse sur les 14-18 ans et leur rapport à l'écriture. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben des pratiques d'écriture incroyables via Wattpad, des pratiques de lecture aussi via Wattpad, des pratiques d'écriture qui se font aussi parfois d'ailleurs hors écran. Hein. Ils aiment les Est-ce que tu peux expliquer, Anne, ce que c'est Wattpad? Parce que oui, je suis pardon. pas sûre Wattpad, que tous c'est les un parents réseau connaissent. social. Oui, pardon. C'est un réseau social de lecture-écriture sur donc qui fonctionne en fait avec des thématiques. On peut aller lire plein de livres, d'extraits différents. Et puis, c'est des amateurs qui partagent entre eux et puis qui commentent. Les amateurs pouvant même parfois d'ailleurs donner lieu à des livres connus, enfin voilà, publiés par des éditeurs. Mais en fait, on voit plein de pratiques très très variées. De la même manière sur les pratiques d'information. Souvent, quand on leur demande est-ce que tu t'informes, ils répondent non. Mais ils répondent non parce qu'ils se mettent à la place de ce que l'adulte attend. Si évidemment on attend d'un enfant de 12 ans qui s'informe sur le conflit dans la bande de Gaza, évidemment il va répondre non. Il a 12 ans en fait. Enfin, il y a un moment, il faut peut-être prendre aussi des lunettes d'enfant, des lunettes d'adolescent pour regarder le monde au lieu de leur imposer des lunettes d'adultes sur le monde d'aujourd'hui. Et nos lunettes sur leur monde, ça va pas du tout.
Et puis, en fait, on voit aussi des grosses pratiques d'information en réalité avec des créateurs de contenu. Je pense notamment le number one à Hugo Décrypte, présent sur tous les types de réseaux possibles et qui diffuse de l'information d'actualité, sourcée, référencée, fiable, faite de façon pédagogique. Et puis, il y a aussi des créateurs de contenu avec lesquels ils s'informent sur leurs loisirs, sur leurs sujets d'engagement. Je pense à toutes ces jeunes filles rencontrées en classe de terminale qui s'informer sur les violences sexistes et sexuelles, et notamment en ligne, et notamment via les réseaux sociaux numériques. Et il faut dire aussi pourquoi. Parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas pris en charge par les adultes de leur quotidien, qui ne sont pas pris à la hauteur des enjeux adolescents, et ben ils vont chercher des réponses. Donc en fait, oui, on en revient toujours à la fameuse règle, moi c'est du contenu quoi. Bien en fait, sûr. On ne regarde que le contenant. Et oui. Et moi, c'est vrai que dans l'utilisation des écrans à la maison, je suis très dans le contenu, contenant, contexte. Et je fais vraiment une différence. Et d'ailleurs, tu vois, je vais te raconter une anecdote. Nous, l'année dernière, mes jumeaux étaient en grande section de maternelle et on a dû remplir un papier pour l'infirmière scolaire avec le temps d'écran. Et donc, j'ai indiqué qu'il n'y avait pas d'écran les jours d'école. Mais j'ai indiqué que hors jour d'école, on était sur 1 à 2 heures par jour. Et ben, j'ai eu un mot de l'infirmière scolaire qui a écrit « c'est trop ». Et juste la semaine où j'ai répondu à ça, le dimanche, on avait regardé un documentaire sur les volcans. Et le samedi, on avait regardé, je sais plus, un truc du style Chérie, j'ai rétréci les gosses ou un truc comme ça. Donc en fait, même au niveau de l'infirmière scolaire et de la scolarité, ils regardent le temps et ils ne regardent pas du tout ce qui a été fait avec l'écran. Et j'ai trouvé ça totalement, hors sujet, quoi. Mais oui, mais totalement. C'est un vrai problème parce que tu vois, même quand on donne les chiffres, 3 heures d'écran. Alors d'abord aujourd'hui, il faudrait qu'on s'interroge nous sur notre temps. Dans ce cas-là, si on est voilà, parce que je pense pas qu'on soit voilà. Et puis c'est toujours la même chose. Avec qui, dans quelles circonstances, comment c'est structuré. Enfin ça, moi c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec aussi les parents que je rencontre en leur disant ce qui compte c'est qu'ils soient pas seuls, c'est que vous soyez avec. Et c'est que parce qu'en plus comme ça, quand vous ouvrez un espace de dialogue sur des choses aussi de plaisir, de découverte, ben ça va laisser aussi l'espace de dialogue possible. Quand je vais tomber sur une image, sur un contenu qui est choquant, je vais pas me retrancher dans ma chambre en me disant ah, j'aurais pas dû. Je vais oser en parler aussi à l'adulte qui va pouvoir m'accompagner. Toi, Axel, c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain, cette dissonance entre ce que les parents voient et ce que les enfants font? Oui, constamment. C'est-à-dire que les parents ont tendance à minimiser, pas imaginer. Et d'ailleurs, on a été amené à faire une enquête avec une ville pour pouvoir justement voir quelles étaient les pratiques numériques des enfants, des adolescents et la perception par les parents. Et c'était vraiment frappant. Et avec les risques que finalement ça comporte, parce qu'on se rend compte que des enfants ont parfois des pratiques numériques assez précoces, vont être sur des réseaux ou avoir des échanges, et les parents n'ont pas du tout pensé à leur aborder ces sujets-là, ce qui fait qu'ils ne sont pas préparés. Et comme ils ne sont pas préparés, souvent les enfants ont l'impression d'être en faute, donc ils vont pas en parler à leurs parents. Et ils vont parfois être confrontés tout simplement à du contenu qui ne sont pas pour eux, parce que ça arrive quand on est sur Internet, ou malheureusement aussi parfois des mauvaises rencontres, rencontrer des personnes malveillantes, parce que ça peut arriver aussi. Mais quand on ose en parler avant, avec ses enfants, de dire que ça peut arriver, on leur donne des clés pour agir et on leur dit surtout, si ça t'arrive, que ce soit dans le numérique ou dans la vie de tous les jours, en fait, moi, ton parent, je suis là, en fait. Tu peux m'en parler et on va trouver des solutions ensemble. Donc voilà, je rejoins vraiment Anne. C'est pour ça aussi que le communiquer sur le fait que voilà ce temps d'écran, mais oublions-le. En fait, c'est pas ça le sujet. Et c'est la question qu'on a systématiquement. J'imagine que Anne, c'est la même chose pour toi, mais on fait des conférences. À chaque fois, j'ai cette question. Dites-moi s'il vous plaît, le temps idéal. Voilà, mon enfant, il a 10 ans. Non, je réponds jamais à cette question. Ça n'a pas de sens. Mais rappelez que c'est du temps ensemble, c'est être curieux, c'est s'intéresser, sans jugement.
parfois c'est dur, mais d'essayer de le faire sans jugement, d'avoir cette curiosité pour que ça reste toujours un sujet de discussion et ne pas perdre ce sujet de discussion à l'adolescence, là où très normalement aussi, un enfant, un adolescent a besoin de préserver son intimité, d'avoir ses moments à lui, de s'affranchir un peu de la sphère familiale, mais il continue à avoir besoin d'être accompagné aussi. Il a aussi besoin de son parent. Et moi, ce qui me frappe, parce qu'on rencontre beaucoup d'adolescents, c'est la solitude qu'ils ont quand même beaucoup autour de leur pratique numérique, avec pas d'adultes identifiés, pas forcément d'ailleurs que les parents, avec lesquels ils peuvent parler de ces sujets-là et d'avoir des solutions quand ils sont confrontés à des vraies difficultés. C'est ça le sujet aujourd'hui. Bah, en fait, les parents sont quand même complètement désarçonnés. Et par exemple, enfin moi, j'ai fait un post là sur la série Adolescence là qui est parti virale là. Je suis à 250 000 vues, 800 partages, etc. Mais alors le nombre de messages que j'ai en MP pour me demander comment faire, pour me dire je suis complètement perdu. Parce que par exemple, je dis apprenez à vos enfants, on en a parlé plusieurs fois à Axel, à dompter l'algorithme. Et donc les parents me disent, mais comment je fais pour leur apprendre à dompter l'algorithme? Alors j'ai renvoyé pas mal de fois sur Internet sans crainte et sur vos contenus, mais je sais pas toi, Barbara, est-ce que tu crois que l'éducation numérique fait partie des nouveaux sujets de charge mentale des parents et qu'ils ont plus de bande passante pour ça? Parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les parents n'ont pas le temps de se poser sur ce sujet-là tranquillement. Enfin, ils le prennent pas. Parce que moi, par exemple, quand je dis, moi, souvent le dimanche, on fait un point temps d'écran. Qu'est-ce que t'as consommé cette semaine? Quelles étaient les applications que t'as le plus utilisées? Mais je le fais un peu dans les deux sens parce que je veux pas que mon fils il se dise que parce qu'il y a que mon aîné qui a droit pour l'instant à de l'écran, ils se disent elle, maman, elle peut rester toute la journée sur sur Instagram et moi, en fait, j'ai pas le droit. Donc, je lui montre que c'est aussi difficile pour moi, quoi. Le truc que tu mets là, c'est cohérence. Et Anne et Axel, vous l'avez aussi pointé, c'est cohérence entre ce que le parent fait, dit, et puis ce qu'il impose à ses enfants. C'est-à-dire imposer une règle ou juste jeter les écrans, ça te rend débile. En fait, si tu ne sais pas ce qu'ils regardent, tu ne peux pas dire ça. Et en plus, tu stéréotypes une action que toi-même tu fais en permanence. Et alors souvent moi j'entends ouais mais enfin moi c'est pour mon boulot. Non, parce que effectivement les parents aussi ils ont de l'usage récréatif. Donc toutes ces phrases un peu culpabilisantes et stéréotypées, faut évidemment éviter. Et puis le contenant, c'est le liant en fait. Ce que vous dites avec on contrôle le contenu, c'est exactement ça. C'est le contenant est un liant. Donc en fait, si tu connais le contenu de ce que regardent tes enfants, tu peux continuer à communiquer. L'écran, c'est souvent, moi je disais souvent, c'est vraiment le babysitter du pauvre, c'est-à-dire qu'on donne un écran pour avoir soi-même un peu de temps, de liberté, etc. Et donc le temps passé avec tes enfants à expliquer le pourquoi du comment, c'est du temps qui vient effectivement en plus sur ta charge mentale ou sur ton activité, en plus des devoirs, en plus de tout ça. Mais il faut pas le voir comme moi, j'ai envie de dire, il faut pas le voir comme une contrainte. En fait, il faut le voir comme un partage, parce qu'en fait, nous-mêmes, on passe du temps et on s'enrichit. On s'enrichit ou on se divertit à travers les écrans. En fait, c'est pareil pour les enfants. Donc, en fait, on crée une communication et puis surtout, on la garde. C'est-à-dire que une fois qu'elle est établie, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir ce qu'ils vont regarder parce que ils instaurent cette communication en disant j'ai vu ça et sans jugement de notre part, j'ai vu ça sur un Insta, ça m'a fait rigoler, ou j'ai vu ça et j'ai appris quelque chose. Mais il faut pas se moquer, ça ne devient pas une charge mentale quand ça devient une communication fluide avec ses enfants. Et puis il y a un autre sujet qui est l'addiction, j'ai envie de dire au temps passé, mais quand on dit pose ton téléphone, ça ne veut rien dire à un enfant quand on lui dit pose ton téléphone. Parce que c'est pour lui, comme pour nous, une habitude. Et en fait, on ne remplace une habitude que par une autre habitude. Ça, c'est le principe même de habits, de comment on se déshabitue
d'une habitude toxique ou voilà qui vous prend beaucoup de temps, ou qui n'est pas saine, par une autre habitude. Donc, si vous demandez à votre enfant de poser son téléphone, il faut l'occuper. Il faut lui donner une autre activité. Parce que poser pour le poser, ben en fait, qu'est-ce qu'il fait à la place? Vous pouvez pas lui dire pose ton téléphone, prends un livre. Non. Enfin, il faut aussi l'accompagner. C'est quoi pose son téléphone, on va au musée, on va se promener, on n'emmène pas nos téléphones. Enfin, qu'est-ce qu'on fait à la place? Parce que le réflexe, je prends mon tel, il est hyper facile. Ouais, bah ça c'est un vrai sujet parce que moi j'ai l'impression que on a du mal à trouver des activités enfin sur à partir d'un certain âge. Il y a quand même une tendance à aller d'un écran à un écran et c'est pour ça que c'est là où c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cet écran. Enfin je sais pas si on a décidé de jouer aux échecs ou de créer du contenu. C'est pareil. Enfin, moi, je trouve que cette nouvelle génération, on dit qu'ils écrivent plus, mais alors qu'est-ce qu'ils sont créatifs quand on voit là, par exemple, sur TikTok, le trend là, je ne suis pas français là. Apparemment, ils ont fait preuve. Alors, je suis pas sur TikTok, mais de beaucoup de créativité. En fait, c'est aussi se dire, si tu utilises quelque chose, tu l'utilises bien et t'apprends à bien t'en servir. Et puis après, moi je pense et alors, enfin, je vais entre guillemets faire ma pub, mais moi au début quand j'avais lancé mon application, moi c'est un temps d'écran familial et j'avais beaucoup de personnes qui m'avaient dit ce que tu dis, Barbara, ça ne marchera pas parce que les parents ils veulent que l'écran occupe leurs enfants pour aller faire autre chose. Et ben en fait, ce que les parents préfèrent dans mon appli SoftKids, c'est d'avoir un temps avec leurs enfants où ils peuvent échanger et discuter. Et en fait, on se rend pas compte à quel point juste passer un peu de temps pour dire à son enfant, bah ok, d'accord, là t'es sur tes réseaux sociaux, montre-moi qui est-ce que tu regardes, c'est quoi qui t'intéresse, on regarde ensemble, leur dire ah bah tiens quand tu vois un truc, tu me le partages. Et moi par exemple, je demande à mon fils de me faire de la veille sur certains sujets, pour mieux un peu comprendre cette génération, et donc il va me partager des trucs et ça va générer de la discussion. Et donc en fait, il faut aussi, je pense que chacun fasse un pas l'un vers l'autre et que les parents reconnaissent la créativité de cette nouvelle génération et le fait que cette nouvelle génération va s'intéresser à des nouvelles choses. Et puis deux, que les enfants partagent un petit peu plus avec leurs parents ce qu'ils font. Voilà moi un peu ce que ça m'évoque. Après, tu sais, moi, moi, je sais que je dis souvent aux adultes, que ce soit les enseignants, les médiateurs ou les parents, pensez toujours à l'enfant que vous avez été, en fait. C'est-à-dire que on a souvent souffert, comme enfant ou comme adolescent, d'adultes qui nous disaient que, alors, moi, par exemple, je suis la génération du loft, de Love Story. Et donc, moi, je me souviens d'enseignants qui nous disaient que on était fichus. Vraiment, on était une génération fichue. On n'allait rien devenir parce qu'on avait vu le bisou dans la piscine et que oui, en terminale, c'était quand même l'événement. En fait, moi, je me souviens dans la classe d'avoir vu un bisou dans la piscine à la télé. Enfin voilà. Et en fait, moi, je dis souvent, il faut prendre soin de l'enfant qu'on a été à travers l'adulte qu'on est en fait, et se dire, mais en fait, bien sûr qu'ils n'ont pas les mêmes codes culturels que nous. Mais heureusement, bien sûr qu'il y a des trucs qui les font rire, on trouve ça un peu bon, mais heureusement en fait, enfin c'est normal et je pense que c'est normal, c'est sain parce que ça veut dire aussi que ils ont des choses qui les rassemblent, qui leur donnent aussi un sentiment de vivre ensemble et que ça c'est hyper important. Mais que le vivre ensemble, on doit nous aussi le favoriser de façon intergénérationnelle parce que il y a un dialogue qui doit être maintenu tout le temps en fait. Et alors, mais du coup, les excès dont on nous parle, est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment réels? Où est la limite? Moi, je trouve que c'est aussi beaucoup la manière dont on en parle. Nous, c'est vrai qu'on aime bien le faire aussi bien avec les ados qu'avec les parents.
c'est de bouger ce curseur. C'est-à-dire que, effectivement, quand on dit à son enfant, arrête, tu vas être débile, ça fait des heures que tu es là-dessus, ou je comprends pas comment tu peux t'abrutir devant ce jeu, on le met en fait en position d'être un peu coupable. Tout est de sa faute. Mais si on déplace le regard en disant, quand même, aujourd'hui, les activités numériques se sont concentrées sur essentiellement aussi les réseaux sociaux et un certain nombre de services qui sont quand même conçus, qui sont gratuits, qu'on utilise gratuitement sans se poser la question de ce qu'on donne en échange, et donc c'est notre attention, et qui mettent en place des systèmes pour qu'on soit le plus coaché possible et que finalement on est un peu tous victimes de ça, ça aide tout le monde à dire « Ah ok, c'est pas de notre faute en fait ». Donc déjà, ça crée vraiment un point de dialogue, parce que ça permet de dire aux parents, tu sais, je suis un peu comme toi, moi ce téléphone, j'ai un peu de mal aussi à m'en décrocher. Tu veux pas qu'on cherche des solutions ensemble? Tiens, si on observait notre temps d'écran et la semaine prochaine, on essaie de voir lequel a réussi. On en fait un sujet déjà familial, on en fait un sujet de discussion. Et ça permet aussi de déculpabiliser tout le monde. Ça déculpabilise aussi le parent qui a l'impression de ne pas réussir à descoacher son enfant. Il y a ça aussi, non, je sais pas si Anne, toi, tu as ce genre de retour aussi de parents, mais on les sent, les parents, finalement, assez coupables. Et ils se sentent défaillants de pas être capables de protéger comme il faut leur enfant. Donc, rappelons aussi peut-être qui sont les vrais coupables pour mettre en place des stratégies. Quand on parlait de dompter les algorithmes tout à l'heure, c'est ça, c'est de se dire, OK, dans mes paramétrages, par exemple, sur quoi j'ai des leviers. Ok, là, j'en ai pas. Je le sais. Oui, on me pousse un certain nombre de contenus. Nous, quand on discute avec les ados, il n'y a pas besoin de leur avoir fait de l'éducation. Ils ont compris que, en tant que fille, on leur pousse certains contenus. En tant que garçon, ils leur poussent certains contenus. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Comment je peux avoir un feed d'infos qui me ressemble le plus possible? Est-ce qu'il y a des clés pour ça? Et quand en adulte, on est capable de leur dire oui, voilà là où il y a des leviers, là où il n'y en a pas, mais tu le sais. On est chacun à sa bonne place et on peut créer vraiment des sujets de discussion et des espaces où on leur apporte une vraie plus-value en fait. Il faut se poser la question de à qui profite cette vidéo. Moi, c'est la question que je pose souvent, c'est à qui profite cette vidéo à ton avis? C'est-à-dire qui va se faire de l'argent derrière cette vidéo? C'est pas parce qu'elle est pas là gratuitement. Donc à qui elle profite? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça fait des discussions. Et après, je pense qu'il faut davantage se renseigner sur le fonctionnement de toutes ces solutions. Par exemple, sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui vont pas dans les paramétrages. Aujourd'hui, on peut paramétrer un certain nombre de choses, décider si on veut voir un peu, beaucoup, pas beaucoup de politique. On peut décider de remettre à jour son algorithme comme si on était nouveau, tout frais. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont pas tellement communiquées. Et donc, il faut essayer aussi de mieux comprendre les outils qu'on a. Et j'ai envie de dire d'aller voir le mode d'emploi. Parce que comme tout, il y a un mode d'emploi. C'est tout le problème des discours. Enfin, c'est vrai que oui, il y a la culpabilité en fait qui pèse. Elle pèse beaucoup aussi sur les parents. Enfin, moi, je suis frappée. Je me dis mais comment peut-on faire quoi? C'est-à-dire que les parents font jamais bien. Moi, je suis frappée par les mamans parce que là aussi, enfin. Voilà, il y a un moment, faut dire les choses aussi. Tout ça, c'est le reflet aussi d'une société. C'est les mamans qui portent aussi la question des règles et des conflits et des tensions que ça génère aussi. Voilà, faut le dire. Et les mamans qui sont seules, qui parfois ont 3 enfants à gérer le soir en même temps, voilà. Qui moi viennent me voir en me disant là là, je l'ai laissé regarder sur YouTube Kids, j'ai honte, je devrais pas à cause de moi, il va plus parler bien, il va développer des troubles du langage. Il y a une responsabilité institutionnelle qui est majeure aussi, politique. C'est-à-dire qu'on dit aussi n'importe quoi parfois aux parents, aux adultes. Il y a une émeute, on va dire que c'est à cause des jeux vidéo. Il y a un enfant qui frappe un prof, on va dire ah bah oui mais attends, il était sur TikTok. Tout s'explique. Enfin, il y a un moment, il faut aussi arrêter de dire aux parents n'importe quoi, et ça les culpabilise et ça ne leur donne aucun pouvoir d'agir. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. La culture numérique, elle est pas que pour les enfants et les ados, elle est aussi pour les adultes. C'est de la formation continue de tout citoyen aujourd'hui, en fait. Et là, ça supposerait d'investir des espaces différents pour pouvoir accompagner, même quand on est sorti du système scolaire ou quand on est dans d'autres espaces, les gens. Et ça passe par des informations
digne de ce nom sur le sujet. Et Internet, c'est des boîtes à terribles. Quoi? Internet, c'est le nettoyage. donc moi, je vous propose maintenant qu'on passe au débat de la semaine, qui est à partir de quel âge devons-nous limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Donc pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on a 87% des moins de 13 ans qui utilisent déjà un réseau social et 54% des 8-11 ans qui ont un compte TikTok. J'ai été assez surprise par ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la loi? La loi, elle dit que les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. Et c'est un peu en lien avec tout ce qui est RGPD, puisque en fait depuis 2018, on doit avoir le consentement, et donc les 13-14 ans doivent demander à leurs parents de les autoriser en fait à utiliser le réseau social. Mais en fait, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que il y a plein d'enfants qui n'ont pas l'âge requis et qui vont utiliser les réseaux sociaux. Et c'est un peu comme les films. Enfin, il y a des critères d'âge pour les films, il y a des critères d'âge pour les jeux vidéo, il y a des critères d'âge pour les réseaux sociaux, mais on a l'impression que pour les réseaux sociaux, il n'y a pas trop de critères d'âge et que c'est pas du tout utilisé parce que en fait c'est tellement facile de s'inscrire sur un réseau social pour un enfant que on voit pas trop comment faire. Donc, enfin, je sais pas quel est votre avis, mais moi je trouve qu'il y a certains réseaux sociaux. Pour moi, c'est hors de question avant 15-16 ans parce que il y a l'addiction et donc je pense qu'il faut un petit peu aller voir tous les réseaux sociaux un par un et par exemple TikTok. Je sais que moi personnellement c'est pas possible parce que je sais que les algorithmes de TikTok sont faits pour être addictifs et d'ailleurs il y a 13 États américains qui ont reçu des plaintes contre TikTok qui l'accusent d'entretenir la dépendance des enfants et des adolescents pour rester toujours plus longtemps. Donc en fait, on sait que ce réseau social développe des algorithmes pour que nos enfants y restent un maximum de temps. Je pense que c'est un premier enjeu d'éducation qu'on ne communique pas assez et sur lequel on ne se questionne pas d'ailleurs assez en tant qu'adulte, c'est qu'on utilise tous des services gratuits sans se poser la question de ce qu'on donne en échange. Et ce qu'on donne en échange, c'est notre attention. Et tout le modèle économique de ces réseaux repose sur le fait de capter notre attention. Je donne un deuxième exemple, c'est Instagram. Depuis 2021, à Londres, il y a eu ces papiers qui sont sortis, qui sont des papiers internes qui disaient que effectivement, on voyait que les jeunes filles avaient une baisse d'estime de soi quand elles utilisaient Instagram. Ça aussi, c'est un vrai sujet parce que on a ces 2 dernières années une augmentation du nombre de jeunes filles qui est hospitalisée. C'est plus 71% d'hospitalisation des filles de 10 à 14 ans ces 2 dernières années. Et un des coupables présumés, ce serait justement Instagram qui baisse l'estime de soi des jeunes filles. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour que que les jeunes filles gardent confiance en elles face à ces réseaux sociaux? Je suis tout à fait d'accord sur l'éducation et moi j'en parle dans mon livre, dans le chapitre sur l'attention et la concentration, où je partage cette anecdote de mon fils aîné qui a dû, je crois qu'il était en CE1, il était en train de regarder C'est pas sorcier sur YouTube. Et il est tombé, tout d'un coup, j'entends une voix qui n'est pas du tout la voix de C'est pas sorcier. Et en fait, il est tombé sur Swan et Neo qui sont en train de faire de l'unpacking, donc de prendre des jouets. Et il a été absorbé par ça. Et tout de suite, il me dit, mais je veux cette vie, etc. Et donc, je lui ai fait son premier cours d'algorithme à ce moment-là, en lui expliquant, voilà comment ça marche YouTube. Ils ont détecté que t'étais un petit garçon de tel âge parce que t'étais en train de regarder telle émission de C'est pas sorcier. Et ce qu'ils veulent, c'est que tu restes sur cette vidéo pour voir plein de jouets, pour voir les publicités et pour qu'on les achète après. Donc voilà, on peut expliquer ça à nos enfants dès le plus jeune âge et je te laisse la parole, Axel.
Oui, il y a plein de sujets. Donc, c'est vrai que comprendre déjà les services qu'on utilise, c'est important parce que déjà, ça permet de se dire, OK, je n'ai pas juste envie d'être un produit. Où est-ce que j'ai la main en fait? Là où j'ai pas la main, voilà, où est-ce que l'algorithme est plus fort que moi? Et d'avoir conscience que derrière, il y a effectivement une petite machine, un petit programme qui est là pour nous pousser du contenu pour qu'on reste le plus longtemps possible. On se dit, OK, où est-ce que je vais avoir du contrôle là-dessus? Mais ça permet de comprendre aussi pourquoi c'est une énorme responsabilité et finalement un risque de confier ça à des enfants aussi jeunes qui ne peuvent pas avoir ce recul et qui n'ont pas forcément conscience aussi, parce que c'est ce qui se passe quand même. À partir du moment où on utilise un réseau social, on est engagé, c'est-à-dire on est invité à publier, mais sinon on est invité à liker, à commenter. Et finalement, tout ce qu'on fait, ça engage notre responsabilité, une responsabilité qui est énorme en fait pour un enfant. Et à partir du moment où on va liker, je sais pas, un commentaire ou un message, un post haineux par exemple, on peut se retrouver impliqué dans une situation de haine en ligne. Si on va commenter un texte avec une insulte parce que d'autres l'ont fait, alors finalement pourquoi pas nous? On peut se retrouver dans une situation de harcèlement. Et puis tout simplement, on est amené à partager nos données. Donc cet âge, tu as pointé l'âge de 13 ans parce que la plupart des réseaux sociaux sont américains, donc s'appuient sur la loi américaine quant aux collectes des données des mineurs. Mais effectivement, la RGPD déjà en 2018 avait mis en place ce qu'on appelle la majorité numérique. Chaque pays européen était libre de positionner un âge. La France a choisi de s'aligner sur l'âge de 15 ans, qui est l'âge de la majorité sexuelle, en disant, qu'est-ce qui voulait dire cet âge-là? C'est l'âge à partir duquel on peut collecter les données, enfin une personne peut seule donner son accord pour collecter ses données personnelles. Donc on disait bien déjà qu'avant 15 ans, c'est trop jeune pour qu'un enfant puisse décider qu'un service quelconque puisse capter ces données, les réutiliser, etc. Et aujourd'hui, il est très facile de s'inscrire sur un réseau social. Pour autant, on a besoin de mentir et tout le monde sait qu'il ment au moment où il s'inscrit. Mais parce que peut-être il n'y a pas assez de communication aujourd'hui sur cette économie des réseaux sociaux et qu'est-ce que ça implique d'être présent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on partage de soi, dans quelle situation à risque on se met quand on partage une photo de soi, avoir conscience que tout ce qu'on poste nous échappe. Nous, c'est des messages en fait très simples qu'on fait passer comme ça et personne n'y pense et les parents sont certainement pas assez informés, outillés aussi pour pouvoir transmettre ça à leurs enfants et ne perçoivent pas forcément le danger à quoi ils exposent leur enfant. Et quand eux-mêmes, ils partagent énormément de contenu de leur enfant et qu'on leur apprend après que la moitié des contenus de pédocriminels qui sont récupérés viennent des comptes de ce que les parents publient eux-mêmes, ça fait réfléchir à notre rôle à chacun et de ce qu'on peut partager en ligne en fait. Ça, c'est notre sujet spoiler de la semaine prochaine. On enregistre avec l'association Les Papillons sur le parenting la semaine prochaine. Axel, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait, vous, là, dans votre recommandation sur le rapport qui a été commandé par la présidence de la République? Vous avez bien dit, il faut que les réseaux sociaux soient interdits à partir de 15 ans. Et alors, qu'est-ce qui manque pour que ce soit fait? Aujourd'hui, ce qui manque, alors c'était venir appuyer la loi, venir appuyer aussi la loi européenne dans ce sens-là, parce qu'effectivement, on est convaincu qu'avant 15 ans, l'âge en plus, c'est un âge un peu charnière, enfin c'est l'âge où on rentre aussi au lycée, et vu comment sont construits la plupart des modèles des réseaux sociaux aujourd'hui, s'il y avait un choix beaucoup plus éthique, ça poserait pas de problème, mais aujourd'hui, les usages sont extrêmement polarisé sur un certain nombre de réseaux sociaux dont c'est le modèle de capter nos données et de faire de nous des produits. Donc il y a une trop grosse responsabilité qui repose sur les jeunes pour gérer ça seuls. Mais aujourd'hui, ce qu'il manque, c'est un vrai système de vérification d'âge. Mais moi, ce sur quoi je milite plus, c'est une vraie expérience utilisateur qui soit pensée pour des jeunes, des adolescents, et considérer que un adolescent, ce n'est pas comme un adulte, et si vraiment on veut impliquer le parent dans la démarche et lui dire que sa place est à côté de son enfant quand il se crée son compte, que ce soit intégré à l'expérience utilisateur au moment où on s'inscrit, qu'il faut que le parent soit là, qu'il puisse valider quelque chose, que dans le discours aussi, on implique les uns et les autres et qu'on ait un discours adapté, parce que aujourd'hui, les conditions d'utilisation où rien n'est fait, notamment pour inviter les jeunes, et qui que ce soit d'ailleurs, à aller dans les paramétrages des réseaux sociaux, et c'est hyper important de savoir paramétrer son compte. Ça devrait être
base d'éducation au numérique, de savoir paramétrer ses comptes, quels qu'ils soient. Voilà, il y a une vraie vérification et j'ai envie de dire un design, un vrai travail de design éthique pour davantage considérer les mineurs dans ces espaces-là, les informer sur ce qui est fait de leurs données, sur les moyens qu'ils ont pour paramétrer. Et si on veut impliquer les parents, clairement les impliquer dans la démarche d'inscription. Par ailleurs, on sent que l'accès au numérique est aussi un marqueur social. Enfin, des parents veulent justement pas marginaliser leur enfant. Ils pensent que les équiper, qu'ils soient équipés très tôt, c'est important pour être comme les autres, mais ils n'ont pas forcément les clés pour les accompagner. Donc vraiment, le parent, c'est le pivot qu'il faut qu'il faut pas culpabiliser, ce qu'on disait Barbara tout à l'heure, mais qu'il faut accompagner. Enfin, il y a de quoi être démuni aujourd'hui. Ouais, et puis le portable, c'est un accès à l'éducation en fait. Du coup. Tu vois, j'ai discuté avec Laurent Joly qui a créé la Lilo, qui lutte contre l'illettrisme, etc. Et on parlait du coup de l'impact de l'IA dans l'éducation, et il explique hyper clairement que effectivement le téléphone portable, c'est tous les foyers en sont équipés, pas d'ordinateur, et c'est un vrai moyen d'emmener l'éducation dans des zones défavorisées, dans des foyers où les parents peuvent pas les aider, etc. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc non, le téléphone portable, oui, il en fait partie. Et ce que tu disais sur tu vois, les niveaux sociaux. Oublions pas qu'aux États-Unis, ceux qui ont créé tout ça, ils donnent pas accès aux réseaux sociaux à leurs propres enfants jusqu'à un certain âge, un peu plus âgé que ça, plus âgé que 13 ans. Donc il y a tout ça est un peu controversé, mais il y a un moyen hyper simple pour les parents, c'est le screen time. C'est déjà ça, si on arrive parce que les problèmes des réseaux sociaux, il y a plusieurs. Il y a effectivement pédocriminalité, il y a la gestion des émotions, il y a le body shaming, enfin tous les contenus harcèlement, tous les contenus TikTok qui invitent à des comportements, tu vois, suicidaires, dépressifs, etc. Et puis t'as le temps passé qui développe l'addiction. Et donc le temps passé, il y a un truc super simple, et là il faut pas être ingénieur, il faut pas. C'est le screen time du téléphone portable. Faut mettre des screen time. C'est hyper simple à faire. Il y a des tutos si vous savez pas faire. Mais vraiment ça nous, enfin nous ça nous sauve. C'est-à-dire que il faut réguler en temps. C'est surtout en temps, parce que moi quand j'ai regardé le temps là pour My Job, c'est complètement hallucinant. Et la prof du lycée français, elle me dit mais moi, je suis plus inquiète par les social media, le temps qui passe derrière les social media, que par la ChatGPT. Je préférais qu'ils utilisent ChatGPT pour leur cours d'espagnol, plutôt qu'ils passent 4 heures, 5 heures derrière Instagram. C'est ces 4 heures, 5 heures là qui sont détrimentales. Ouais. Comme je dis, en fait, tout est une histoire de menu. Enfin, je fais souvent un parallèle entre les écrans et le restaurant, enfin, et ce qu'on donne à manger à nos enfants. Enfin, on leur donne pas du fast-food à tous les repas, et c'est exactement pareil. Moi, personnellement, j'utilise depuis des années la règle du contenu contenant contexte. Donc, quel est le contenu qui est utilisé pour moi, un épisode de C'est pas sorcier, c'est pas pareil que de regarder je sais pas, la Patte Patrouille en boucle. Ensuite, donc en fait, c'est qu'est-ce que nos enfants regardent. Enfin, je trouve qu'on se pose pas assez la question de qu'est-ce qu'ils regardent. Ensuite, le contexte, c'est est-ce qu'ils sont tout seuls sur une tablette, tout seuls sur un téléphone, ou est-ce qu'ils sont en train de regarder la télé avec nous et on interagit, on regarde un documentaire, etc. Est-ce que ça va être interactif ou pas? Parce que de toute façon, on le sait, les études disent que entre le temps d'écran passif et le temps d'écran interactif, c'est pas du tout la même chose, et donc les résultats vont pas du tout être pareils. Donc voilà, il faut absolument discuter de ce menu avec eux. Et moi, il y a une autre chose que je fais, c'est que je pars du principe que les règles que je mets en place, par exemple avec mon fils aîné qui lui a un smartphone depuis qu'il est au collège, c'est les mêmes que moi. Donc par exemple moi, le téléphone, le soir, il ne va pas dans la chambre, que ce soit pour lui ou que ce soit pour moi. Et ensuite, on essaye en fin de semaine de regarder ensemble notre temps d'écran pour voir en fait comment est-ce qu'on l'a utilisé, et de regarder, et le temps
et le contenu. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Parce que c'est vrai qu'on peut vite se faire happer. Et je me rappelle, il y a un super reportage qui a été fait sur Arte cette année sur TikTok, où en fait, à chaque fois qu'ils posaient la question combien de temps vous passez sur TikTok, mais tous les ados étaient mais non, en fait, ils leur ont demandé d'aller dans les réglages, ils regardaient jamais les réglages. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils passaient 6-8 heures par jour sur TikTok, quoi. Alors qu'en fait, quand on leur posait la question, 30 minutes. Et il y a absolument pas cette conscience, quoi. Merci.